Le fétichisme dans l'amour d'Alfred Binet. Alfred Binet, ici, est un psychologue français reconnu surtout pour avoir mis au point le premier test d'intelligence pratique. Il est le créateur de la psychométrie scientifique. C'est un domaine d'étude qui concerne la théorie et la méthodologie de construction et d'utilisation des échelles de mesure des caractéristiques mentales. Il est né en 1857 et est décédé en 1911. Il fut beaucoup plagié et nombre de ses idées ont été reprises puis développées par d'autres. Il travailla sur de nombreux thèmes comme la psychologie du raisonnement, le magnétisme animal, la conscience des enfants, les enfants anormaux, les idées modernes sur les enfants, ou encore psychologie de grands calculateurs et joueurs d'échecs. Concernant la question du fétichisme dans l'amour, il a tiré parti d'œuvres philosophiques et littéraires provenant de grands auteurs comme Descartes, Rousseau, Schopenhauer et Stendhal. Page 13. Le fétiche dans l'amour est un point de mire ou un point de focalisation qui est investi d'une puissance d'excitation qui stimule sexuellement. Dans la vie courante, du fait de la publicité, nos yeux et nos oreilles sont saturés de stimulation engendrée par une exhibition outrancière de la nudité partielle. La marchandise que l'on veut vendre est associée à la sensualité pour amplifier le désir. Cette association est un accélérateur de vente. Effectivement, l'objet associé à la sensualité revêt la sensualité elle-même. On a en quelque sorte transféré dans l'objet la puissance d'excitation de la nudité qui lui a été associée. Quant au fétichisme, c'est avant tout l'adoration de fétiches, c'est-à-dire d'objets du culte des populations d'Afrique. Pour Anselme Jappe, lecteur attentif de Marx, le fétichisme de la marchandise s'apparente au stade primitif des religions qui voient les hommes vénérer leur propre création, accorder des propriétés magiques, une âme, des intentions propres aux choses qu'ils produisent. Cette pensée offre un bon éclairage pour aborder la notion de fétichisme dans l'amour développée par Alfred Binet. Celui-ci débute son analyse avec la religion en évoquant la grande querelle des images qui a été agitée dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Page 29. Pour le judaïsme et l'islam, toute représentation de la divinité est interdite. Le christianisme, que l'on qualifie de religion de l'image, n'a pas hésité à matérialiser la divinité à travers les arts. La cathédrale Notre-Dame de Paris, que la littérature a qualifiée de forêt de symboles, incarne à travers toutes les spécificités artistiques qu'elle renferme la spiritualité chrétienne. L'incarnation du Verbe, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu dans la chair à travers le Christ, a permis cette union de l'esprit et de la matière. Le Christ rend visible Dieu, ce que les évangiles confirment quand le Christ dit à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela fut donc insupportable pour les deux autres monothéismes évoqués précédemment. L'un pour avoir fait condamner le Christ parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu, et l'autre estimant impensable que Dieu puisse s'incarner. En ce sens, juifs et musulmans se sont interdits de voir Dieu. Égyptiens, Grecs et Romains de l'Antiquité ont bien entendu donné forme à leurs divinités respectives, produisant des sculptures, des peintures, des statuettes en vue de les honorer. Et aujourd'hui, bon nombre de ces œuvres revêtent à la fois pour les collectionneurs et les visiteurs des musées dans lesquels elles sont exposées une sorte de puissance surnaturelle du fait qu'elles sont chargées d'une transcendance mythologique. Le fétichisme dont parle notre auteur concerne des objets du quotidien qui sont en relation avec un être désiré. L'adoration pour des objets inertes ressemble de tout point, nous dit Alfred Binet, à l'adoration du sauvage ou du nègre pour des arêtes de poisson ou pour des cailloux brillants. Page 31. Toutefois, il y a une distinction entre ces deux adorations. La première provient de l'appétence sexuelle, tandis que la seconde est religieuse. L'excitation sexuelle a donc tendance à transférer dans des objets inanimés une charge sensuelle.
De même, une zone précise du corps d'une personne est désirée, comme par exemple une boucle de cheveux, est en capacité de revêtir toute la sensualité de la personne en question. Ce penchant est une perversion en ce sens que ces objets, que l'on peut nommer catalyseurs, sont incapables de satisfaire normalement les besoins génitaux. Page 32. L'association des idées détermine donc le fétichisme, et le fétiche est l'objet qui, étant associé à la volupté, finit par incarner la volupté. Les premières impressions sont donc déterminantes, puisqu'elles marquent plus profondément l'esprit. René Descartes conserva toujours le goût pour les yeux louches, parce que la première personne qu'il avait aimée avait ce défaut. Page 37. De même que tout premier amour va engendrer, par association d'idées et parce qu'imprimé dans l'esprit de manière indélébile, un attrait pour des choses très proches des personnes aimées ou désirées. Ce transfert par association d'idées va donc devenir déterminant, puisque par la suite cela va exercer une influence considérable sur les choix du quotidien. Page 56, page 57. Dans le difficile jeu de la séduction, les femmes usent d'une variété d'atours pour mettre en valeur telle ou telle partie de leur corps. Cette pratique qui exige de la femme de maîtriser l'art de se mettre en valeur entraîne inévitablement un fétichisme nouveau. Alfred Binet parle alors de coutume. Page 63. En effet, la coutume définit des critères de beauté, de hiérarchie et d'excellence. Le parfum, les bijoux, les perruques et autres atours de mise en valeur de la personne spécifient des critères de positionnement dans la société. La coutume distingue ainsi les individus les uns des autres. De nos jours, par exemple, le tatouage représente un moyen de heurter le regard des autres. On peut même parler de rite tant le processus de fixation de l'encre sur la peau est douloureux. Sa prolifération en Occident témoigne d'un changement psychologique important. Et sans chercher à définir précisément les raisons d'une telle évolution, il est à noter que le tatouage est une altération de l'intégrité physique. On peut dire que l'individu pense que son tatouage revêt une sorte de puissance de représentation magique. Cette association physique est un fétichisme nouveau. Il peut agir très efficacement sur l'esprit, tant l'image fait corps avec la personne. C'est une association puissante qui alimente l'ego. Le tatouage devient pour le tatoué le point de mire de sa propre admiration. Le tatoué a besoin de se sentir représenté par son tatouage. Ses qualités intérieures ne lui suffisent plus. Le tatouage apparaît donc comme la vitrine de son intériorité parce qu'autrement il n'arrive pas à le faire savoir. Il provoque donc le regard tout en espérant inspirer aux passants la même admiration qu'il a pour ses propres tatouages. L'hameçonnage est la fonction principale du tatouage. Capter le regard de l'autre en vue d'être admiré, comme l'est une œuvre d'art. Ainsi le tatoué fait de sa peau le support vivant d'images qu'il pense si admirables qu'elles doivent être vues par un maximum de personnes comme s'il était un musée à lui tout seul. Pour ma part, il est davantage le prolongement vivant d'un urbanisme tagué. L'association d'idées peut donc exercer une influence profonde. En effet, à la suite d'une première impression forte, il est possible d'associer à un objet ou à un trait l'émotion suscitée. Ainsi, l'objet ou le trait devient une sorte d'ambassadeur de cette émotion. C'est la forme précise d'une perversion. Alfred Binet parle d'accident, page 73. C'est-à-dire que quelque chose nous tombe dessus à un moment précis et qui va devenir le détonateur d'une perversion sexuelle. L'exemple donné est celui d'un gamin de 5 ans qui couchait dans le même lit que l'un de ses parents, et que le voyant mettre un bonnet de nuit, cet enfant avait une érection persistante. Et il avait cette érection parce qu'il avait vu, précédemment, une vieille servante se déshabiller et se mettre sur la tête une coiffe de nuit. Page 77. C'est ce qu'Alfred Binet nomme un accident. C'est le facteur originel qui par la suite va produire une association entre un bonnet de nuit et l'excitation sexuelle, et à un âge où toutes les associations sont fortes et que le système nerveux est déséquilibré. Cette association déterminera toute l'histoire sexuelle subséquente du malade. Page 78.
Ce genre d'accident peut paraître insignifiant, mais s'il s'est ancré dans la mémoire de bonne heure, c'est-à-dire à un jeune âge, alors il s'imprègne de manière indélébile dans la psyché. N'oublions pas que l'enfant est facilement influençable. Chaque fait impressif s'inscrit profondément dans sa psyché pour y constituer les repères fondamentaux de sa propre histoire. C'est pourquoi tout ce qui touche à sa sensualité en éveil doit être contenu afin d'éviter toute excitation sensorielle inconvenante, qui, à l'âge adulte, formerait des tendances sexuelles inhabituelles et surprenantes, voire déréglées. Quelques grands écrivains ont bien entendu réussi à décrire remarquablement certains de ces penchants, nous offrant quelques cas bien particuliers qui doivent nous faire réfléchir quant au dérèglement psychique engendré par une sensualité déréglée. Le fétichisme amoureux est un phénomène qui développe une importance sexuelle exagérée au fétiche associé à la personne désirée et aimée. Le fétiche exalte l'imagination érotique tout en augmentant l'excitation sexuelle. C'est un amplificateur et il répond aux cris de l'organe affamé. Page 112. Le fétiche est un excitant génital à part entière, au détriment du véritable amour, qui se pose quant à lui uniquement sur l'ensemble de la personne aimée. L'amour normal est en ce sens polythéiste, c'est-à-dire que toutes les parties du corps de la personne aimée, au même degré, engendrent une myriade d'excitations, une symphonie de désirs. L'amour normal est donc harmonieux. Page 126.